Bonjour, sujet mathématique aujourd'hui, on va parler de surface. Lorsque je dis surface, c'est au sens générique du terme. Je veux parler d'univers à 2 dimensions et pas uniquement de la surface d'objets en 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle le sens topologique du mot surface. Comme c'est un peu abstrait, il n'y a rien de mieux qu'un exemple pour appréhender cette notion. Une manière commode de définir des surfaces sans faire intervenir de 3e dimension, c'est de le faire par recollement. Ici, le carré gris représente un morceau de notre surface et les couples de flèches représentent en fait un même segment de points de notre surface. Par exemple ici, les 2 points A représentent le même point et les 2 points B représentent également un point unique. Ici, il s'agit de l'univers de Pac-Man, comme on dit, dans lequel en franchissant le bord du haut, on se retrouve instantanément en bas. Mais rien ne nous oblige à recoller ainsi notre surface. On aurait également pu le faire autrement, comme ici, où en franchissant le bord du haut, on se retrouverait à gauche. Vous aurez bien sûr reconnu ces 2 univers, le premier correspond à un tore et le second à une sphère. Oui, je sais, ça ne ressemble ni à l'un ni à l'autre, et on voit assez vite que si on tentait de coller les bords indiqués, on obtiendrait des objets bien étranges qui ne ressembleraient que de très loin à une sphère et à un tore. Mais en fait, ce qui nous pose problème, ce sont les distances entre les points de notre surface, ce qu'on appelle la métrique de notre surface. Et on va justement oublier ce problème en considérant que notre surface est élastique, étirable et rétractable à loisir. Lorsqu'on s'autorise cette élasticité, on comprend mieux pourquoi le premier est un tore et le second une sphère. Je vous laisse vous en convaincre. Représenter ainsi des univers à n dimensions, des variétés dans le jargon mathématique, dans un univers plus grand, ici en 3D, s'appelle réaliser un plongement. C'est une manière commode de pouvoir les appréhender, mais ce n'est en aucun cas un gage de leur existence. Les règles de notre monde 2D étaient parfaitement définies sans introduire de 3e dimension. Notre construction par recollement se contente de dire l'ensemble des points accessibles depuis n'importe quel autre point, et c'est la seule chose qui soit nécessaire pour définir un univers, dans notre cas en 2D, une surface. Vous noterez également que les bords identifiés pour la construction ne jouent aucun rôle vu de l'intérieur. On le voit facilement sur le plongement du tore, ici la ligne rouge aurait pu se trouver n'importe où. Pour un habitant de notre surface, c'est une frontière purement arbitraire sans aucune particularité locale. Si on ne lui indique pas, il n'aurait aucune manière de savoir qu'il l'a franchi. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces 2 univers sont fondamentalement différents ? Si on vivait dedans, pourrait-on faire des expériences aboutissant à des conclusions différentes ? Ce n'est pas une question évidente, car dans les 2 univers, on aurait devant nous une ligne d'horizon, sans épaisseur, la possibilité d'avancer, de reculer, de tourner à droite, de tourner à gauche. On pourrait infiniment marcher dans une direction sans rencontrer le moindre obstacle, et bien sûr, dans aucun des 2 cas, on aurait conscience de dimensions supérieures, qui encore une fois n'ont pas besoin d'exister pour définir notre univers. Alors, y a-t-il réellement une différence ? Avant de répondre à cette question, on va poser un peu les règles du jeu. En mathématiques, on aime bien utiliser le moins d'hypothèses possible, donc on va s'interdire de mesurer les distances, car comme on l'a dit, notre surface est élastique, on préfère ne pas s'y fier. Il y a une notion plus fondamentale que la notion de distance, que la métrique, c'est la notion de voisinage. La notion de voisinage, c'est un peu ce qui définit l'ordre dans lequel les points de votre univers s'agencent. Par exemple, si vous considérez un élastique et que vous tirez dessus, alors vous allez modifier les distances entre chaque point, mais pas leur ordre. De la même manière, si vous déformiez une membrane en 2 dimensions, alors des cercles concentriques prendraient une sale allure, mais garderaient leur propriété d'inclusion. Les distances changent, mais pas cette notion d'ordre, le voisinage, et c'est uniquement cette propriété plus primitive qu'on va considérer. Alors, que peut-on faire comme expérience ne nécessitant pas de mesure de distance et permettant de savoir si on se trouve sur un tore ou sur une sphère ? Je vous en propose une à base de cordes laissées sur le sol. Dans cette expérience, en tant qu'habitant de votre surface, vous partez d'un endroit sur lequel vous posez l'extrémité d'une corde et vous vous déplacez tout en semant la corde sur votre trajectoire. Vous vagabondez ainsi jusqu'à rencontrer de nouveau votre point de départ. Vous y attachez l'autre extrémité de la corde pour former ainsi une boucle. Vous procédez de la même manière avec une seconde corde. Une fois les 2 cordes ainsi fermées, vous allez chercher à les déplacer sur le sol de manière à éliminer tout croisement entre la première et la seconde corde. Pour obtenir ceci par exemple. Si vous vous trouvez sur une sphère, cette opération sera toujours possible.
Mais si vous vous trouvez sur un tore, dans certains cas, il sera impossible de faire en sorte que des cordes qui se croiseraient initialement ne se croisent plus. En fait, c'est quelque chose qui est très intuitif en regardant les plongements 3D de nos deux objets. On voit assez bien que sur une sphère, on pourra toujours resserrer une corde jusqu'à ne former qu'un tas, et dans le cas du tore, pour les deux cordes représentées ici, il est également assez intuitif que quelle que soit la manière de les déplacer, elles se croiseront toujours. C'est presque trivial, mais s'en rendre compte, sans les plongements 3D, l'est beaucoup moins. On a donc bien, même vu de l'intérieur, une différence fondamentale entre nos deux univers. On est parti de la connaissance de propriétés locales en tout point, le voisinage, et on a réussi à mettre en évidence des propriétés globales. Et c'est lorsqu'on s'intéresse ainsi aux propriétés globales induites par les propriétés locales qu'on rentre dans cette branche des mathématiques, la topologie. Si vous avez l'esprit mathématique, normalement tout ceci amène une autre question. On a vu deux univers 2D fondamentalement différents, la sphère et le tore, et naturellement on a envie de savoir s'il en existe d'autres. Pour répondre à cette question, on va parler d'une manière de composer les surfaces, la somme connectée. Pour faire une somme connectée entre deux surfaces, vous prenez la première, vous en retirez un disque de matière, vous prenez la seconde, vous faites de même, et vous allez recoller les deux surfaces au niveau de la circonférence du trou. Vous obtenez donc ainsi une nouvelle surface, un nouvel univers topologique. Il y a une subtilité dans cette opération. Imaginez une toile tendue, élastique, avec un trou. Il est assez intuitif de voir qu'il est possible de déplacer ce trou, tourner ce trou, en modifier la taille et faire n'importe quelle combinaison de tout ceci, simplement en déformant ma toile élastique. Si je vous parle de cette toile tendue, c'est pour vous faire remarquer que la taille et l'emplacement des trous intervenant dans notre somme connectée ne jouent aucun rôle. Vous prenez votre première surface, vous faites le trou où vous voulez, de la taille que vous voulez, vous procédez de même avec votre deuxième surface, vous joignez les deux comme vous voulez, et à une déformation élastique près de votre surface résultat, vous obtiendrez le même univers. La somme connectée est donc une opération rigoureusement définie car elle produit une nouvelle surface unique. La classification de toutes les surfaces fait intervenir la somme connectée et trois surfaces de base, la sphère, le tore et le plan projectif. Ne cherchez pas à représenter le plan projectif en 3D, il n'y a pas de manière satisfaisante de le faire. Avec ces trois ingrédients, on peut construire toutes les surfaces possibles et il n'y en a que trois familles. La sphère, la somme connectée de n tore et la somme connectée de n plans projectifs. On pourra saluer au passage la somme connectée de deux plans projectifs que certains connaissent sous le nom de bouteille de Klein. Alors vous allez me dire, si on fait la somme connectée entre un plan projectif et un tore, on va obtenir une nouvelle surface qui ne fait pas partie de ces trois familles. Eh bien en fait non, on va obtenir exactement la même chose qu'en faisant la somme de trois plans projectifs. C'est la magie des mathématiques, la somme connectée de trois plans projectifs est égale à la somme connectée d'un plan projectif et d'un tore, mais un tore n'a rien à voir avec la somme connectée de deux plans projectifs. Un tore reste un tore et connecter deux plans projectifs forme une bouteille de Klein. Évidemment, ces résultats sont difficiles à démontrer, mais il y a un argument simple pour au moins vous convaincre que connecter deux plans projectifs ne peut pas former un tore. On va parler de surfaces non orientables. Prenons l'exemple d'un plan projectif sur lequel vivraient des bestioles. Ces bestioles possèdent une asymétrie de naissance, elles ont toutes 4 taches sur leur droite. En fait, rien que dire cela n'est pas rigoureux. Ce qui serait plus rigoureux serait de dire qu'elles naissent toutes leurs particularités du même côté et qu'elles appellent droite tout ce qui est du côté de leurs 4 taches. La raison, c'est que si une de ces bestioles décide de faire un tour de notre plan projectif, elle va retrouver ses congénères mais symétrisées par rapport à elle. Notez bien qu'il ne se passe rien de particulier pour notre bestiole au moment où elle franchit la ligne rouge. Vous pouvez penser au ruban de Möbius, lorsqu'on en fait le tour, à aucun moment précis on ne se retrouve retourné, mais au bout d'un tour, on l'est. En retrouvant ainsi ses congénères, la bestiole serait convaincue qu'ils ont 4 taches à gauche et qu'elle est la seule à les avoir à droite. Ses congénères seraient convaincus du contraire. Lorsque ce genre de comportement exotique peut se produire sur une surface, on parle de surface non orientable. Dans une somme connectée de plusieurs surfaces, si quelque part on trouve une surface non orientable, alors comme il sera possible de s'y rendre pour se retourner, l'intégralité de la surface devient non orientable. Le plan projectif, comme on vient de le voir, n'est pas orientable, mais sur un tore, ce genre de comportement ne peut pas se produire, il est donc orientable. Ça vous permet de déduire que la somme de deux plans projectifs, nécessairement non orientable, ne peut pas être un tore. Beaucoup de choses de cette petite introduction à la topologie sont généralisables à des dimensions supérieures.
on aurait pu de la même manière classifier l'ensemble des univers 3D possibles, de quoi vous faire réfléchir sur la nature de l'univers dans lequel on vit. Pour continuer dans le monde de la topologie et de ses éléments fascinants, je vous conseille 2 autres vidéos. La première vidéo est une vidéo de Science for All dans laquelle il va vous parler d'une fractale, connue sous le nom barbare de plongement isométrique du tore-plein. Ne vous inquiétez pas, tout est très bien expliqué dans la vidéo. La seconde vidéo vous apprendra à retourner correctement une sphère à l'envers. Et vous verrez après 2 minutes que c'est tout à fait bluffant. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et éventuellement abonnez-vous à la chaîne.